Bienvenue dans cet épisode de The Transatlantic Entrepreneur Podcast. Et c'est notre premier épisode d'entretien en français. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Emily Ayoub. Emily, comment ça va aujourd'hui? Super. Très bien, Il fait beau parfait. à New York. Il fait beau à New York, il fait beau à Grenoble, le monde est beau. Donc, Émilie, pour vous le présenter, elle est directrice du desk français du cabinet et associée au sein du département international. Alors, forte de son expérience transatlantique, on aime bien ce mot dans ce podcast, son expérience sur les sujets juridiques, elle conseille les entreprises internationales sur leurs opérations quotidiennes, leur croissance à long terme, et elle parle couramment anglais et français, comme vous allez entendre dans cet épisode. Elle maîtrise les complexités des transactions transfrontalières et elle fournit des conseils juridiques sur les fusions et acquisitions, les joint ventures et la création d'entreprises, ainsi que la rédaction et la négociation de contrats commerciaux. Donc, des sujets hyper importants quand vous vous lancez sur le marché américain. Alors, ses clients proviennent de divers secteurs, notamment la santé, le luxe, les cosmétiques, les biens de consommation et les entreprises technologiques et de tous les secteurs. Alors, Emily, elle a débuté sa carrière juridique dans les bureaux de Paris et de New York, d'un grand cabinet français. Et je l'ai invitée aujourd'hui pour parler de comment les entreprises françaises peuvent faire comme il faut, si on peut dire, au niveau de la loi pour réussir aux États-Unis. Emily, bienvenue dans le podcast et tu as le privilège, si on peut dire, d'être la première invitée en français. Alors, c'est assez ironique parce que tu es américaine, je suis américaine. On fait cet épisode en français, c'est le monde à l'envers. Mais bon, je pense que c'est un peu d'actualité, cette tendance dans le monde. Bienvenue. Et pour commencer, est-ce que toi, tu peux te présenter, nous raconter comment une Américaine à New York devient avocate francophone pour les entrepreneurs français aux États-Unis? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis ravie, c'est mon premier podcast. Je suis contente de le faire, dans ce contexte et avec toi, Christina, Oui, vu, merci. tous les éléments en commun qu'on aura. Mm. Moi, j'ai grandi aux États-Unis. J'ai fait le français comme deuxième langue, Oui. pendant mes études et puis j'ai eu la chance de faire un accord d'échange, pendant mes études de fac, Mm. à Paris et à l'époque, c'était la grève de CPE. Oui. Donc je passais pas beaucoup de temps dans mes cours, D'accord, finalement. oui. Je passais plus de temps, dans les rues de Paris, profiter de Oui. Paris Oui. et j'ai eu de la chance, de rencontrer, quelqu'un qui est français, et qui finalement est revenu à New York avec moi. D'accord, oui. Hem et du coup, c'est en fait, je parlais beaucoup français avec lui. Mm. En plus, j'avais déjà prévu de faire mes études de droit à New York, Oui. j'ai continué le français à la maison et puis j'ai essayé d'intégrer le français dans mes études, et dans mes formations juridiques. Donc Oui. j'ai postulé pour un stage chez Gide, Mm. un grand cabinet français à Paris. Oui. Ça, c'était l'été 2009 et puis, je suis revenue à New York, après le stage. J'ai travaillé pour leur bureau de New York par la suite, Oui. et après que j'ai terminé mes études, j'ai intégré dans un cabinet boutique qui faisait, pareil, l'accompagnement des entreprises françaises, Oui. sur tous les sujets juridiques, mais on était un tout petit cabinet. Oui. J'ai passé 12 ans, exceptionnels dans ce cabinet. C'était une vraie formation, hem, comment dire? Vraiment dans le dur, c'est-à-dire, on Oui. était confié les dossiers, des jeunes des jeunes Mm. collaborateurs, tout de suite. Oui. On était en train de gérer D'accord, ok, nos oui. propres dossiers et hem et ensuite, au fur et à mesure pendant les années, en fait, les questions juridiques qui se posaient nos clients français devenaient de plus en plus complexes Mm. et moi, j'avais besoin d'un soutien pour des clients qui étaient plus 360° en fait. Oui. Hem et en même temps, Tarter Krinsky, ils cherchaient d'élargir leur, offre, sur le plan international Oui. et donc ils ont décidé de créer un desk français.
et voilà, c'était un peu un match parfait parce que j'avais besoin Oui. d'une structure un peu plus grande pour mes clients et puis eux, ils avaient besoin de quelqu'un avec, accompagnement des entreprises françaises. D'accord, OK, ouais, très bien. Donc c'était vraiment, tu étais au bon moment, enfin au Voilà, bon endroit au bon moment, c'est ça. et justement, qu'est-ce que c'est exactement un desk français ou en VO un French desk? Alors, ça peut avoir plusieurs sens. Normalement, en fait, pour un cabinet américain, parce que Mmh. juste pour être clair, Tarter Krinsky, c'est un cabinet, de droit américain. On Oui, n'a pas de bureau ailleurs. On accompagne des entreprises, enfin, on va dire, on accompagne des entreprises sur les sujets juridiques américains, oui, mais le desk, français, en fait, l'idée, c'est de pouvoir traduire le monde juridique et même le monde, commercial américain oui. pour des étrangers. D'accord. Donc pour moi, c'est pas parce que c'est pas uniquement parce que je parle français, je Mmh. peux, traduire des termes Oui, juridiques, entre l'anglais et le français. C'est aussi pour pouvoir, anticiper des questions sur les questions juridiques parce que je mmh. sais que mes clients, ils ont leurs propres, idées Oui, reçues du monde juridique français et comment les dire: «Bah, écoutez, en fait, aux États-Unis, c'est comme ça, oui, et c'est normal» et donc pour pouvoir, éviter les mauvaises communications et oui. des malentendus. D'accord, OK, non, ouais, c'est super intéressant, et en plus parce que, en fait, je dirais presque on fait, alors je vais dire, on fait la même chose, pas du tout dans le même, domaine, je suis pas avocate, mais en fait, oui, toi, tu vas pouvoir vraiment dire: «OK, en France, au niveau de la loi et au niveau juridique, c'est comme ça, mais ici aux États-Unis, c'est comme ça», et du coup, tu vas leur expliquer comment éviter les erreurs, quand ils font justement ce chemin depuis la France vers les États-Unis, donc dans un nouveau système juridique. Ouais, Et nous, c'est ce qu'on fait aussi justement, mais plutôt pour tout ce qui est communication, marketing, vente, de dire, OK, en France, je sais qu'on fait comme ça, mais aux États-Unis, vous allez dans un nouveau monde avec des codes et des pratiques différentes, et il va falloir s'adapter. Donc, exactement. ouais, OK, très intéressant. Et donc là, j'ai vu sur LinkedIn, alors même si nous, on s'est rencontrés à New York au mois d'avril à la Maison de l'Occitanie, donc on fait une spéciale dédicace à Stéphanie à la maison parce que c'est... Coucou Stéphanie, Salut si tu Stéphanie, écoutes. bisous. Donc vraiment un endroit très dynamique à New York. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande vraiment de chercher la Maison de l'Occitanie. Donc on s'est Pareil. rencontrés là-bas dans une soirée dédiée à l'interculturalité. Et j'ai vu sur LinkedIn que tu as récemment accompagné la dernière promo du programme SaaSlander à New York. Oui. Alors, déjà, est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est ce programme SaaSlander? Ouais, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, à la base, donc Business France, c'est organisé par Business France, donc Oui. enfin des Français, j'imagine, ils connaissent. Pour des Américains, Mmh. c'est une organisation, de commerce, rattachée au gouvernement français pour, promouvoir, les Français à Mmh. l'étranger, mais aussi pour promouvoir la France pour des étrangers. Donc ça marche Oui. dans les 2 sens, D'accord. inbound, outbound, Mmh. et SaaSlanders, c'est un programme outbound, pour des entreprises, en tech, Oui. comme le nom Comme évoque, le nom indique, SaaS, oui, voilà, oui. hem et qui souhaitent justement, comprendre, s'ils veulent s'exporter aux États-Unis, Mmh. comment ils peuvent faire? Comment attaquer le marché, D'accord. américain? OK. Mais c'est vraiment dédié à ce secteur d'activité. D'accord. Ils sont présélectionnés et après, il y a toute une sorte de programme d'accélération pour eux, au niveau d'attaque de marché, Mmh. des rendez-vous et des visites, organisées et puis il y a une préparation d'avant, une suivi d'après. Oui. Donc c'est très complet D'accord, OK, comme ouais. service, Et ouais. donc là, justement, toi, tu faisais des interventions, en fait, au niveau du juridique. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué chez les fondateurs français que tu as rencontrés? Alors, soit en termes de préparation, ou de, justement, blind spot, juridique, peut-être les points, qu'ils n'ont pas pris en compte avant de venir assister à tes interventions?
Donc, bah, déjà cette année, j'étais très, très impressionnée par la préparation et le profondeur d'expérience de chaque, Mmh. fondateur. Je pense Oui, que pour presque tout le monde, c'était peut-être leur deuxième entreprise qu'ils avaient déjà montée. d'accord. Hem, donc ils avaient déjà quand même des idées, enfin, ils étaient déjà préparés, une connaissance de base. Par contre, Oui, Heu, pas tous avaient des expériences aux États-Unis, donc oui, bien sûr. et puis les sujets changent. Donc pour moi, les nouveautés, même si on avait déjà une entreprise aux US, auparavant, Mmh. les nouveautés peuvent se trouver dans le domaine de sécurité des données, Oui. heu et tout ce qui est confidentialité en fait, qu'on n'a pas de RGPD aux Mmh, États-Unis. oui, La grande plupart de réglementations se passent au niveau de chaque État. oui, Tout le monde sait à peu près que la Californie a des complications, et des éléments très importants pour faire attention, mais personne, ne se rend compte en fait de tous les autres États où il pourrait y avoir des questions, juridiques sur oui. les données des personnes. Mmh. Hem Et deuxièmement, je pense que c'est peut-être pas, on a, enfin, les fondateurs, ils ont peut-être une connaissance un peu vague du Oui, fait que les États-Unis peuvent être, très litigieux. oui, Par contre, ça fait toujours du mal quand on reçoit notre première re plainte, pour un sujet, on tombe un oui, peu de la chaise en disant: «Bah, c'est quoi ce truc?» oui. Et donc on essaie de les préparer sur les sujets classiques sur lesquels on peut se tromper et éventuellement avoir une Mmh. plante, en étant le site internet qui doit être en Oui. conformité avec, l'accessibilité des personnes, Mmh. handicapées, Oui. the Americans with Disabilities Act. Mmh. Souvent, ils ont préparé leur site internet avec un développeur français qui n'a aucune connaissance Oui. des réglementations, là-dessus. Du coup, il faut quand même faire des petites modifications pour s'assurer qu'on est 80-85-90 en conformité avec une standard certain Oui. qui nous assure qu'on n'aura pas de problématiques, derrière avec, parce qu'il existe des cabinets d'avocats qui veulent faire que ça, en fait. Ils En fait, déposent, l'enjeu, c'est d'aller chasser des sites voilà. qui sont, pas en conformité pour faire des procès. Exactement, et ils déposent, plusieurs centaines de plaintes tous les ans, et Oui. sur chacun, ils gagnent un petit peu et puis ça, c'est comme ça qu'ils gagnent leur pain, quoi. C'est comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a un peu, enfin, les États-Unis, ça a cette réputation de être le pays où, on te fait un procès très facilement et effectivement, moi, j'ai parfois des entrepreneurs qui me posent la question de, heu, est-ce si je vais là-bas, est-ce que je risque de me faire, d'avoir un procès? Comment je peux me protéger? Donc ça, Mmh, c'est bon à savoir que justement, sur ces questions-là, c'est quelque chose où tu vas pouvoir, expliquer, et prévenir en fait, mmh, ces problèmes en amont parce que c'est vrai que, mieux vaut, prévenir que guérir comme on dit c'est ça. et d'accord et donc est-ce qu'il y avait d'autres sujets, légaux, juridiques qui ont, surpris, les startups pendant, ce programme que tu as vu? Oui, un autre sujet qui est assez étonnant parfois, c'est le nombre de réglementations sur le droit social américain Oui. et la complexité là-dessus. Dès qu'on Mmh. embauche, une personne, ou enfin 5 personnes, si ces 5 personnes travaillent de chez eux comme, est l'habitude, Oui. en ce moment, en fait, Mmh. ils sont régis par des lois différentes. D'accord. Donc Par si on rapport aux a une salariés qui sont dans l'entreprise. Exactement, OK. un salarié, par exemple, qui travaille de chez lui en Californie, en fait, est soumis aux réglementations de Californie. Un salarié qui travaille de chez lui de New York, on peut pas Mmh. appliquer, en fait, un régime, de droit social sur tout le monde si tout le monde travaille ailleurs. C'était beaucoup plus D'accord. simple, quand on avait un bureau où, en Oui. fait, tout le monde exerçait leurs fonctions d'un seul bureau. Donc Oui. dans ces cas-là, en fait, il y a plein de petites bêtes, en fait, Oui. sur lesquels il faut faire attention au niveau d'affiches sur leurs droits, Oui. des trucs à envoyer ponctuellement, tout ce qui est conformité avec les types de congés qui sont pas forcément des congés Mmh. parentaux, mais par Oui, exemple, quand on est tiré au sort pour être sur un jury d'un oui, procès, enfin plein de petites choses, en fait, il faut faire attention, et d'accord, oui. parfois,
le client, il trouve une lettre d'offre d'embauche sur l'internet et il l'utilise pour tout le monde et c'est pas du tout adapté pour Non. tout le monde. Hem et Donc, puis ouais, c'est non, c'est intéressant et là, la partie, pour expliquer parce que si les auditeurs, ils savent pas ce que c'est le jury duty, c'est voilà, qu'effectivement aux États-Unis, en fait, c'est des procès parfois qui c'est le public, en fait, qui est le jury et du voilà, coup, on est tiré au sort, on reçoit une lettre en disant, «Vous êtes convoqué pour venir, être membre du jury dans ce procès». Et donc là, dans ce cas, ouais, les employeurs, ils ont une obligation, en fait, de euh, accorder des congés aux exact. salariés Ouais, s'ils sont tirés au sort pour être jurés dans les procès. c'est ça, ouais. Ouais, chose qui, à ma connaissance, n'existe pas en France. J'ai jamais entendu parler, non, Ouais, c'est non. vrai. Bon. OK, très bien. Et est-ce qu'il y avait, peut-être, oui, on avait parlé de l'idée reçue qu'aux États-Unis, c'est un pays où on fait des procès très facilement. Est-ce qu'il y en avait d'autres, que tu as dû déconstruire, pendant cette session, où les gens, ils sont arrivés avec, peut-être des idées toutes faites, des a priori? Bah, souvent quand les clients, ils savent déjà qu'aux États-Unis, on n'a pas de concept de contrat, de durée, Mmh, indéterminée, oui, que l'emploi est at will, donc c'est vrai oui, qu'on peut licencier, les gens quand on veut oui. et ils peuvent partir, tout le monde est déjà au courant, en fait. Par contre, la complexité se fait dans la préparation en amont, justement parce que les employés peuvent être, assez litigieux Mmh, s'il y a une perception des conditions de travail ou, une situation, des faits et cetera qui pourrait amener un argument de discrimination. d'accord. Et donc on a des enfin, des clients qui nous appellent en disant: «Bah oui, on a quelqu'un qui bon, ils sont malades depuis, plusieurs, semaines, on a envie de les licencier, comment on peut Oui. faire?» Et puis c'est compliqué en fait de leur, expliquer que c'est pas si simple, quand Mmh, on a déjà certaines faits qui se présentent, oui, heu, qui si jamais cet employé qui est licencié alors qu'il est malade va aller voir un avocat, bah, c'est une mmh, transaction, très facile oui. pour lui en fait de s'en tirer. Donc c'est un peu cet équilibre-là. Est-ce que on prend le risque de se faire une lettre de demande, par la suite par un avocat? Oui, Ou est-ce qu'on essaie de se protéger avec l'employé, le garder un petit peu plus et trouver un oui. autre moyen de le licencier? Est-ce que l'investissement au sein d'une petite structure Mmh. est enfin, est-ce qu'on a des ressources, en fait, de Oui. se protéger comme on veut ou est-ce qu'on prend le risque de licencier, Mmh, ouais, ouais, se donc il y sans a se ouais, préparer, en fait? ouais, c'est ça. En fait, ouais, c'est vrai qu'on il y a ce mythe que et je pense que comme tu as dit, les gens, ils savent qu'aux États-Unis, bah, on peut virer un salarié, quand on est salarié, on peut partir, Mmh. comme tu as dit, du jour au lendemain. Même, je pense que c'est pas exagéré de dire que tu peux arriver au travail et que ton boss, il dit: «Bah, c'est fini» et etc. Oui, oui. Mais c'est pas aussi facile. C'est pas comme tu dis: «OK, tu es viré». Fin de l'histoire, la personne repart en se disant: «Ah bah, c'est pas grave, mais de toute façon aux Mince. États-Unis, le marché est dynamique, je vais trouver Voilà. autre chose» Non, et c'est puis, l'inverse, ouais. oui, c'est pas le monde des bisounours non plus. Non, Ouais. exactement. D'accord et justement, est-ce qu'il y a des étapes, enfin des aspects juridiques, qui sont souvent peut-être sous-estimés, dans les premières étapes d'expansion aux États-Unis? Est-ce que ça peut être, moi je pense par exemple aux coûts, je pense que, les coûts, alors que ça soit au niveau de la communication, du marketing, de l'installation et Mmh. j'imagine qu'aussi le juridique, c'est quelque chose qui est quasiment systématiquement, sous-estimé. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, vraiment spécifiques, à ton métier où, tu vois que les fondateurs, ils s ils Ils sont de plus en sous-estiment plus souvent? ils sont de plus en plus mieux préparés, je dirais, OK, et ce qui pourrait bien. être toujours surprenant, c'est qu'ils ont du mal, en fait, d'embaucher les bonnes personnes, Mmh. et ils se trompent, assez facilement, en fait, d'embaucher même s'ils sont d'accord, en fait, d'embaucher un Américain parce que ça, c'est Oui. l'autre bêtise que je vois, c'est qu'une entreprise française qui veut lancer les Mmh. affaires, avec un Français aux US, qui le Français,
ne sait pas comment faire des affaires avec des Américains. Donc si on veut Oui, avoir des Américains comme clients, il faut embaucher un Américain. oui, Mais de l'autre côté de la pièce, on peut dire, c'est que, les Américains sont très, très forts, pour se vendre, oui, et parfois je vois, une boîte française qui est prêt à payer un salaire, mais incroyable, à quelqu'un mmh, qui et enfin, je on se demande: «Mais oui. vous êtes sûr? C'est quand même vous connaissez Vous êtes sûr pas?» qu'il et vaut en ce fait, le gars, prix-là? il va travailler Oui, de chez lui en remote, oui, hem et puis donc ils mettent tout en c'est vrai qu'il faut enfin, i encore, c'est toujours un équilibre. Il faut quand même oui, être prêt de payer quelqu'un qui pour oui. faire un bon travail, mais c'est dur de trouver ces profils-là, en fait. Oui, Donc oui. Et puis peut-être aussi, il faut je pense que c'est pas un secret, que les salaires aux États-Unis sont plus élevés en oui, ça oui, France, absolument. mais il faut peut-être pas non plus que justement un fondateur qui arrive en France, qui crée son entreprise, qui décide d'embaucher des Américains, heu, qui en fait, qu'il accepte, n'importe quoi comme proposition de salaire de la part du candidat, Oui, sous prétexte que ouais, mais de toute façon, je sais qu'ici c'est plus cher. Il faut quand même regarder oui, et se renseigner sur qu'est-ce qui peut être un salaire raisonnable. Comme tu as dit, oui, si on veut des bons candidats, des talents qui ont des compétences, qui ont les connaissances, ça a un prix. mmh, Euh, mais faut quand même être sûr que le prix qu'on va payer est en adéquation avec le profil. c'est ça, Mmh, ouais et comme tu as dit, les Américains sont très forts pour, se vendre donc ouais, parfois il vaut mieux creuser un peu pour savoir si le prix est bon, si on peut dire. exactement. Mmh, ouais. Alors, du coup, dans le programme SaaS alors, sauf si je me trompe et tu me diras, alors déjà une question, on va confirmer ça. Est-ce que tu sais si ces entreprises, ils sont en stade, early revenue ou est-ce qu'il y en a qui sont quand même bien développées? Ah Hem, bah, moi, il y en avait certains qui étaient déjà bien développés, en fait, hem, j'étais comme je disais, j'étais oui, étonnée, en fait, par le cette année ça fait plusieurs années, en fait, qu'on est sponsor de oui, SaaSlander et cette année, ils étaient particulièrement, matures, oui, les entreprises, et puis ils avaient déjà connu un sorte de succès prouvé, en France, oui. et donc chacun avait leurs propres besoins. Il y en avait certains qui cherchaient même pas de levée de fonds. Mmh? Ils étaient self-funded, ils cherchaient juste les contacts en fait, pour pouvoir s'exporter sur le marché américain. Oui, D'autres oui, qui cherchaient qui étaient en train de lever les fonds. oui. Hem, mais non, mais ils étaient je pense que les revenus étaient déjà présents en fait, sur la OK. plupart. Donc les revenus, ils étaient déjà présents, par contre l'expansion vers le marché américain, c'était peut-être ça la Exactement. nouveauté, en fait, C'était du et scale-up en juste fait. oui, OK et souvent, en fait, des entrepreneurs, ils me posent la question de, c'est quand le bon moment, en fait, pour venir aux États-Unis? Et peut-être si on regarde ça d'un point de vue juridique, Mmh, à partir de quand faut-il envisager de structurer une présence, US, ouais. comme LLC ou autre? Mais c'est quand le bon moment de se dire: «OK, je vais contacter Emily et on va voir comment on peut faire»? Alors, heu, et pour moi en fait, c'est vraiment une question de il y a deux sujets. Premier sujet, c'est, avec qui vous êtes en train de signer les contrats. J'ai pas de problème qu'une entreprise française signe des contrats avec un boîte américain. Enfin Oui. pour moi, c'est le risque juridique, si c'est deux trois contrats comme ça, je comprends que ça vaut pas le coup juste d'ouvrir une Mmh. filiale pour, 1 ou 2 contrats. Oui, C'est plus une question d'optique. En fait, quand on a une entreprise américaine qui est en train de contracter, de oui. signer les contrats avec les grands groupes, ça donne quand même un air plus sérieux, aux personnes en face, Mmh. que la société, est vraiment investie pour faire comme il faut faire. Ça donne vraiment une impression d'une entité globale qui Oui. a déjà les activités peut-être aux États-Unis et qui cherche à Mmh. et donc plus de visibilité, je dirais. Oui. Et dans un d'autres points de vue, plutôt juridiques et puis plutôt classiques, en fait, c'est au niveau de protection des actifs de la société mère. Donc, Mmh. on crée l'entité américaine,
justement pour pouvoir peut-être obtenir une meilleure couverture d'assurance qui Oui, nous est demandée par les contrats avec, qu'on signe avec nos partenaires américains, et oui. aussi de pouvoir contracter avec l'entité américaine pour justement limiter le risque juridique au niveau de l'entreprise américaine, pour pas que Hmm. ça remonte et que touche l'entreprise française. Ah oui, d'accord, OK. Donc en fait, de protéger, l'entreprise française, Oui, même quand on est en phase d'expansion et comme tu as dit, c'est on a peut-être un ou 2 premiers clients aux États-Unis, c'est peut-être un bon moyen de tester et de valider qu'il y a un intérêt d'explorer ce marché voilà, un peu plus. Et une fois qu'on a peut-être on peut les appeler un peu les early adopters, si on veut les appeler comme ça, ces premiers clients américains, mmh, bah, on confirme l'intérêt et c'est là où c'est le bon moment de se dire, OK, on va passer la seconde et on va vraiment structurer quelque chose aux États-Unis pour, comme tu as dit, plus de visibilité, plus de crédibilité. voilà. Ouais, OK. Non, très intéressant. Alors, justement, en parlant de contrats, je pense que les contrats en France et les contrats aux États-Unis, ça doit être assez différent, sauf si je me trompe, tu me Mmh. diras. Mais est-ce que tu vois justement, enfin, quelles sont les différences que tu vois dans les conditions générales, les contrats commerciaux? Pour moi, la plus grande différence, en fait, le contenu souvent se trouve, on peut matcher en fait le contenu d'un contrat américain dans un contrat français. Les Oui. concepts juridiques restent assez commercial et du coup, on peut les rédiger d'une même manière. Mhm. Heu et c'est vraiment la formulation en fait qui est différente. Oui. Pour moi, les clauses qui posent le plus de problèmes, par exemple, juste quand une entreprise française reçoit le contrat type de leur, partenaire américain, Oui. le clause qui va leur confondre le plus, c'est, la limitation de responsabilité et Mm. le concept d'indemnification. Je sais pas, je crois même pas que ça se dit en français, Oui. indemnification. En OK, fait, oui. c'est l'obligation de chacun, de rembourser dans le cas d'un défaut ou de Mm. dommages, hem, quand les dommages sont causés par le faute de l'autre. D'accord. OK, oui. Hem et c'est vrai que c'est un concept qui est assez souvent dans les contrats américains, en fait, on va trouver, plusieurs conditions où c'est limité. Mm. On va peut-être mettre en montant, fixe, de limitation de Oui. responsabilité. On va demander que le montant soit, éventuellement à la hauteur de X avant que ça devienne une Mm. obligation. Donc il y a Oui. plein de complexités là-dessus, D'accord, oui, et de oui. lire la version américaine pour un de nos clients, il se perd très vite. Donc, Oui. faut vraiment qu'on le prend, chaque élément par élément pour leur expliquer, en fait, Mm. et surtout, sur certaines obligations, il y a pas de limitation, surtout au niveau de problématiques de confidentialité, de protection de données personnelles, et cetera. Oui. Hem et donc il faut qu'on leur fasse comprendre, en fait, ici, c'est limité les dommages, ici non, et donc dans quel cas, Mm. ça pourrait poser un problème. D'accord, oui. Hem Il et y a qu'est-ce que j'ai ouais, Je vas-y. j'allais dire, il y avait aussi, ouais, donc déjà, c'est hyper important de lire le enfin, déjà de lire le contrat, c'est la base, mais de comprendre le contrat, je pense que Oui, c'est important aussi et c'est peut-être là où justement, quelqu'un comme toi est vraiment indispensable pour déchiffrer, j'allais dire traduire, mais c'est pas traduire dans le sens, les mots, mais vraiment oui, d'expliquer oui, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce quelles peuvent être les conséquences, oui. dans telle ou telle situation. J'avais un ami, qui est un Français installé aux États-Unis depuis, très longtemps et qui a expliqué aussi que peut-être une différence, c'est que, par exemple, en France, quand on signe un contrat, il y a toujours le délai de rétractation. Ah, on n'a pas ça. Qu'aux États-Unis, c'est une fois que c'est signé, c'est signé. Il Ouais, vaut mieux lire et réfléchir avant, parce qu'une fois que c'est signé, il y a justement toutes ces clauses de indemnities, de voilà, dommages, etc., qui rentrent en jeu dès que l'encre est sèche. c'est ça. Ouais. Donc, ouais, donc tu me confirmes que ouais, il faut vraiment Ouais, comprendre avant de signer. exact. Et donc justement pour revenir un peu sur toi et ton rôle chez Tarter Krinsky, donc là tu es directrice de la French Desk. Alors concrètement, pour un fondateur français qui va faire appel à toi, alors Mmh. qu'est-ce que ça signifie exactement?
Alors, pour moi, c'est vraiment c'est une rôle de confiance, en fait. Et j'aime bien parler un peu de leur business d'une manière générale, Oui. comprendre, en fait, quels sont les gros risques, enfin qui sont les clients, quels Mmh. sont les risques, qu'est-ce qu'ils prévoient comme croissance, et avoir vraiment une vision globale. Comment ça se passe en France, en fait? Quelle est Oui. la culture, française au niveau juridique, et cetera. Et puis aussi, après leur, donner mes conseils au niveau de quelles sont les obligations, enfin des étapes vraiment nécessaires, Oui. pour leur cas. Et puis leur donner en fait quelques idées de situations où si le jour arrive où ils ont cette situation en face, de ne pas hésiter de me faire appel, Mmh. même si c'est juste un petit appel de 1 minute ou 2, de savoir en fait si ça pourrait devenir une problématique juridique qu'il faut traiter ou pas. Oui. Parce que je préfère quand même anticiper les problèmes, être Mmh. sûr que ça ne devient pas plus gros que Oui. nécessaire, hem et c'est vraiment de leur dire: «Bah, écoutez, moi, mon rôle, c'est vraiment de dire: "OK, là, il y a un sujet juridique, voilà ce qu'on peut faire, pour vous, Mmh. voilà les façons de le faire, voilà la stratégie, Oui. je vous laisse décider, en fait, de votre manière, comment vous souhaitez traiter le problématique. Voilà le budget, en fait, parce Mmh. qu'il faut quand même, qu'on trouve un budget qui Oui. convient à tout le monde, en fait. Oui. Hem, donc c'est vraiment un travail à main à main. Quelle est la bonne, quel est le bon conseil, heu, pour le client, pour leur situation et qu'est-ce qui va le protéger le mieux Mmh. sans, coûter trop cher? Oui, voilà, ouais, c'est toujours ça parce que je pense qu'en plus, on a, si on revient justement sur le sujet des mythes autour du système juridique aux États-Unis, c'est que, Mmh. les avocats, ça coûte hyper cher. Bon, ouais, je pense qu'il y a un peu de tout, selon, mais que ouais, justement, bah, c'est je dirais que oui, ça a un coût, mais en même temps, quand on sait, la protection et la sérénité que ça apporte, pour moi, c'est un investissement en fait, Oui, de exactement. oui, oui. C'est un investissement qui peut pas parce qu'il y a certains types de transactions qui enfin, quand on se trouve au milieu d'un contentieux qu'on n'a pas Mmh. du tout attendu, Oui, bah, pour sortir, il faut quand même transiger et puis ce genre de transactions, enfin, souvent, c'est quand même pas des petites sommes, en fait. Donc oui, faut mieux les éviter, avant si on peut. oui. Ça c'est notre but. C'est un peu comme l'assurance santé, en fait. On se dit, aux États-Unis, il vaut mieux avoir une bonne assurance parce que sinon, quand on va à l'hôpital, on sait que ça va, C'est ça, littéralement coûter un bras, donc exactement. oui. D'accord et justement, est-ce que dans les entreprises que tu as accompagnées ou que tu as vues, est-ce que tu arrives, alors on sort un peu du sujet juridique, mais est-ce que tu vois quelque chose qui différencie, les boîtes qui avancent vite aux États-Unis, et celles qui vont stagner, voire, se planter? Hem Bah, je pense que c'est des conseils un peu général, mais la préparation en Mmh, amont, ouais. est essentielle. De comprendre, comment ça fonctionne ici, comment les Américains font du business, Mmh, mais aussi, comme je disais, tout à l'heure, l'embauche des bonnes personnes, malheureusement, j'ai pas de formule magique, pour ouais. cela, mais vraiment trouver les bonnes personnes pour pouvoir grandir enfin, pouvoir, réussir, sur le Oui, marché américain, c'est essentiel parce qu'il oui. faut que ce soit quelqu'un qui de confiance et qui connaît bien le marché, et Mmh. qui va pas faire n'importe quoi avec la boîte. Oui, Il faut quand même garder même si au départ on embauche juste une seule personne qui va faire le travail, pendant une petite période de démarrage, mmh. il faut pas les laisser diriger toutes seules, il faut quand même Mmh, garder oui, un œil, de sur ce qui se passe. oui On peut pas juste dire: «Bah, tiens, on a embauché quelqu'un et hop, c'est bon et et hop, c'est bon». on délègue Bah, non, tout, en tout de fait, suite, non, j'ai vu trop de d'erreurs là-dessus. oui, Hem, Est-ce que j'ai d'autres conseils? Bah et puis il faut être assez capitalisé, en fait. oui, Faut avoir bien budgété, en fait,
combien ça coûte. Oui, c'est ça, ouais, alors moi j'ai entendu il faut prendre le budget qu'on imagine et rajouter 30. Je sais pas si c'est un bon benchmark ou pas, mais c'est ce que j'ai C'est un très bon entendu. benchmark, c'est un très Ouais, bon benchmark. bon. Alors est-ce qu'il y a je sais pas si on peut dire des réflexes, des comportements entre guillemets très français, typiquement français. Est-ce qu'il y a des choses qui en France ça pourrait passer en matière de droit, de procès, etc., Mmh. mais où ça va pas passer sur le marché américain et justement auquel les fondateurs ou les entrepreneurs qui vont sur le marché américain, il faut qu'ils fassent attention à ces points-là. Je trouve que le réflexe, c'est quand on est face à un litige, en fait, quand on a Mm. reçu, une lettre enfin, plutôt une plainte d'un ex-employé ou éventuellement, quelqu'un qui n'est pas content de la façon dont on fait du Oui. marketing. Du coup, il se trouve le petit article machin dans l'État de Floride, Mm. voilà, vous m'avez envoyé un texto, et j'étais pas d'accord et puis voilà, voilà Oui. plainte. Heu les Français, en fait, ils sont là: «Mais c'est quoi cette histoire? Non mais moi je vais batailler, ils ont tort, ça s'est Oui. pas passé comme ça» ou voilà, les faits qui Oui. démontrent que j'ai raison, Oui. mais en fait, ils comprennent enfin ça leur met en fait longtemps de comprendre, de défendre un procès. Ça va Mm. coûter, 5, 10 fois, 20 fois plus cher, Oui. juste pour démontrer qu'on a raison, que de Oui. transiger très rapidement, même si ça fait mal au cœur que Oui. le procès est complètement nul. En fait, il y Oui. a rien derrière, c'est nul, c'est chiant, c'est Oui. sûr, c'est C'est oui, horrible. c'est C'est le pire sentiment de et moi, même à titre perso, ça m'est oui. déjà arrivé, mais tu es là, mais il y a les émotions qui montent et tout et Oui. tu as envie de te battre, mais jamais je Oui. vais me laisser faire et puis au bout d'un moment, tu te rends compte, ça va être épuisant et ça va Oui. coûter une blinde et donc du coup, transaction, très vite pour un Mm. montant, très, très bas, c'est mieux et comme ça, on n'y pense plus et on peut Voilà. avancer, en fait. Parce que Ouais, en sinon fait, de ne pas rester: «Ouais, non, mais c'est le principe qui compte, c'est pas parce ouais, que ça me coûte, je enfin, je sais pas, c'est pas parce que le mec, il me réclame, 50 €, 50 $ et c'est pas grand-chose, c'est par principe que je vais pas me laisser faire». En fait, non, paye les 50 $ et puis voilà, c'est et puis oublie oui, et puis move on, quoi, c'est ça. ouais, ouais. Ah ouais, non, OK, donc ouais, ça, c'est intéressant. Il faut, juste, c'est vrai qu'il y a peut-être une différence au niveau, de la culture. C'est qu'aux États-Unis, on c'est très pragmatique, transactionnel. OK, Voilà, qu'est-ce qui va être le plus simple? Et dans ces cas, c'est OK, bah, ouais, on n'est pas d'accord, sur le principe, mais bon, soit on fait traîner ça pendant, je sais pas, des mois ou plus long peut-être, ça coûte hyper cher, mais on gagne et on est content parce qu'on s'est pas laissé faire, ou on se dit: «Écoute, on paye». personne n'est content à la fin d'un procès. Voilà, ouais, c'est ça, Même la personne qui gagne, parce que de toute façon, il a dépensé tellement pour, oui, démontrer qu'il a gagné et puis les frais d'avocat sont ça c'est une autre, mmh, idée reçue, c'est que les frais d'avocat, en fait, on peut pas les récupérer tant que le contrat ne précise pas, spécifiquement, mmh. que le gagnant va récupérer ses frais d'avocat, Ah oui, et puis même dans certains types de procès, par exemple les procès de droit social, je crois pas oui. qu'on enfin pas partout, récupérer même si on est gagnant. D'accord, OK, donc Quand ça, ton c'est employé porte important à plainte contre savoir, oui. l'entreprise. Hem, Donc il faut pas faire des procès à tout va en se disant: «Non, mais c'est bon, on va gagner et j'aurai rien non, à payer». Non, ça va voilà, quand même c'est coûter ça. cher, même en énergie mentale, ça va coûter, Mais c'est surtout ça, en fait. C'est ouais, même pas une question d'argent, c'est une question de oui. ressources. Ouais, c'est ça et quand on est, fondateur de sa boîte et on est en train Voilà. de se lancer dans un marché, de l'autre côté, de l'Atlantique, Franchement, tu as pas ben, envie de passer du temps là-dessus, quoi. voilà, fais un chèque et on n'en parle plus, voilà. Voilà, donc dernière question, si tu devais et là, c'est une question assez précise, mais si tu devais donner un plan d'action juridique en 3 étapes, à un fondateur qui a adoré le programme SaaSlander, et qui veut vraiment capitaliser sur ce qu'il a appris, dans ce programme, bah, quels seraient tes conseils? Hem, alors en amont, on peut-être c'est pas pour, créer l'entreprise tout de suite. Donc première étape, OK. comprendre auquel moment est-ce qu'on doit créer la filiale américaine. Est-ce que c'est maintenant? Mmh. Ou si c'est pas maintenant, auquel moment est-ce qu'on doit réfléchir là-dessus? Oui. Hem, préparer les contrats commerciaux,
pour des partenaires américains, parce que c'est Mmh. mieux quand même de se proposer notre propre Oui. contrat US aux partenaires américains Mmh. au lieu de devoir travailler avec leur Oui. contrat. Ça réduit les frictions, Oui. et puis c'est toujours avantageux du client d'avoir un contrat qui est et surtout aussi pour tout ce qui est politique, de confidentialité des Mmh. données et cetera. Hem et puis, quoi d'autre? Bah, pour moi, après il y a d'autres sujets qui pourraient arriver, mais ça Oui. dépend vraiment de l'entreprise en face. Est-ce qu'ils veulent embaucher les gens tout de suite? Bah, faut se Mmh. boucler au niveau droit social. Oui. Hem, Parfois les sujets de propriété intellectuelle sont importants. Mmh. Oui. Souvent je vois que la marque, n'est pas déposée aux États-Unis ou éventuellement ils n'avaient pas fait de recherche d'antériorité et qui sont Oui. étonnés de recevoir une lettre de mise en demeure de quelqu'un. Oui. Hem Voilà, je pense que c'est vraiment je pense que création de la filiale, oui ou non et auquel Oui. moment hem et puis aussi au niveau de contrat. Enfin, Mmh. Oui. dans quel état sont vos contrats? Est-ce Oui. qu'on peut les présenter à un partenaire américain et quelles Mmh. modifications doit-on faire? D'accord, OK, ouais, donc c'est ouais. En fait, si je résume bien, il faut vraiment faire appel à des spécialistes comme toi parce que c'est des sujets qui sont, un très différents entre la France et les Mmh, États-Unis. 2 qui peuvent coûter très cher si on n'a pas fait comme il fallait, sur les différents sujets pour les différents États et cetera. Et 3 juste comme on s'est dit, ça permet d'avoir un certain niveau de sérénité, quand on va dans un pays, qui est réputé pour être un peu compliqué au niveau, juridique et mmh. cetera, qu'en gros, il vaut mieux vraiment être accompagné par quelqu'un dont c'est le métier et qui connaît ces différences, parce que même si, bien sûr, c'est un budget, je dirais que là, ça vaut largement l'investissement d'éviter des problèmes, plus Oui, loin. Ouais, mmh, absolument. top. Avant de terminer, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites partager avec nous ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, bah, en fait, je souhaite juste encourager des entreprises françaises de continuer à explorer le marché américain, hem, malgré, certaines, environnements politiques, global, parce Oui, que je trouve que la qualité des entreprises françaises est vraiment, très impressionnant pour mmh, moi. Je sais que oui, vous avez des bons éc des enfin des très, très bonnes écoles d'ingénieurs en oui. France et donc du coup les produits et les idées qui sortent de la France sont incroyables. Oui, oui, on est d'accord. Il faut juste, faut que vous veniez, il faut chercher, faut attaquer le marché américain Mmh. et on est là pour ça. Top. Bah, merci beaucoup, Émilie. Alors, Merci à si toi. justement, bah, avec plaisir, et si quelqu'un veut, te contacter justement pour, te poser des questions ou explorer comment tu peux les accompagner, quelle est la meilleure façon de rentrer en contact avec toi? Heu, les emails. Les Allez, mails, OK, top, voilà, OK. Et courriel. du coup, ce que je ferai, c'est, je mettrai le lien vers ton site, dans les notes, pour l'épisode. Si tu veux, je peux mettre ton mail ou sinon je pense qu'ils peuvent le trouver, sur le si je crois que sur le site, on le Sur trouve le site du assez cabinet, facilement. on le trouve, ouais, mais Ouais, n'hésite pas à le mettre, si tu veux. OK, top. Bah, merci beaucoup, Émilie, vraiment un plaisir d'explorer les méandres du système juridique, des États-Unis, ou de l'État de New York avec toi et bah, bonne matinée, en fait, à New York parce que c'est Ouais, le c'est la matin là-bas où matinée. tu es. C'est toujours Bon, la matinée. Merci bon, bah, beaucoup. très bien. Merci beaucoup, allez, ciao. Ciao, à bientôt.